Mon téléphone vibre contre le comptoir métallique du poste de soins infirmiers, la notification d'alerte de fraude coupant le bourdonnement régulier des moniteurs en unité de soins intensifs. 12 heures dans mon service, mes yeux brûlent de fatigue lorsque je tapote l'écran. Le numéro qui apparaît me fait tomber l'estomac. 7250 $. Charge non autorisée. Je manque de laisser tomber mon stéthoscope, mes mains tremblent soudainement alors que je lis plus loin. 5 billets d'avion pour Santorin, achetés aujourd'hui. Je fais défiler les détails de la transaction, chaque nom apparaissant comme une gifle. Richard et Lillian Val, Spencer et Regan Val, et Megan Tanney, la meilleure amie de Regan depuis l'université. Mon nom n'apparaît nulle part sur la liste. Le détail final frappe comme un coup de poing dans la poitrine. La transaction a utilisé ma propre carte de crédit. Pas plus tard que la semaine dernière, je m'étais assise à la table de dîner en bois de cerisier brillant de mes parents, regardant ma mère plier sa serviette en lin avec des coins d'hôpital parfaits. Sa voix avait été décontractée, presque ennuyée. Les billets coûtent 1450 $ chacun. Si vous ne pouvez pas vous permettre cela, il vaut mieux que vous vous retiriez. J'avais hoché la tête, avalant le nœud dans ma gorge, n'admettant pas qu'après avoir couvert la réparation de la voiture de Spencer le mois dernier, mes économies étaient minces. Leur rejet m'avait piqué. Mais ceci, c'était du vol. Cette nuit-là, je retournais au travail, fixant les dossiers des patients tout en retenant mes larmes. Le docteur Stephens m'avait croisé dans le couloir, ses yeux croisant les miens avant de détourner rapidement le regard. Il avait déjà vu ça auparavant, Corinne, revenant des réunions de famille les yeux rouges, se jetant dans son travail, comme si elle pouvait se débarrasser de la déception avec un antiseptique et des soins concentrés. Maintenant, debout dans le même couloir d'hôpital, je déverrouille mon téléphone avec une détermination inébranlable. Le tremblement de mes mains s'apaise alors que j'appelle la société de carte de crédit, bloquant mon compte et déposant une contestation. La voix de la représentante est apaisante, validante. C'est clairement une fraude, Madame Val. Nous allons nous en occuper. Mon téléphone émet un bip avec un message texte entrant une demi-heure après la fin de l'appel. Spencer, quelque chose ne va pas avec les billets. Peux-tu arranger ça? Je me tiens plus droite, les épaules en arrière, pendant que je tape. Comme tu l'as dit, je suis restée en arrière. Le couloir de l'hôpital me semble soudain différent, plus lumineux, d'une certaine manière. Je change tous mes mots de passe, des applications bancaires au compte de messagerie. Mon compte Amazon, où ils avaient clairement stocké les informations de ma carte de crédit. Mon identifiant Apple. Tout. Un poids s'envole de ma poitrine alors que je range mon téléphone et retourne auprès de mes patients. M. Jenkins a besoin de ses médicaments, et Madame Torres voudra une mise à jour sur la chirurgie de son mari. Leurs besoins sont clairs, honnêtes, contrairement à ceux de ma famille. En moins d'une heure, mon téléphone vibre continuellement dans ma poche. Appel manqué de maman, papa, Spencer, Regan. Des messages vocaux s'accumulent à côté de textes de plus en plus frénétiques. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Papa est furieux. Ils vont rater leur vol. Je fais taire mon téléphone, le glissant dans mon casier pendant ma courte pause déjeuner. Mes mains ne tremblent plus. Au lieu de cela, un étrange calme s'installe en moi alors que je réalise ce qui est en jeu. Je serai la fille difficile maintenant. Celle qui a ruiné le voyage en famille. L'infirmière ingrate qui ne comprend pas ce que signifie la famille. Pour la première fois, je le vois clairement. Je n'ai jamais été leur fille ou leur sœur. J'ai été leur filet de sécurité financière. La responsable qu'ils appellent lorsque les factures arrivent ou que des urgences surviennent. Celle qui donne et donne pendant qu'ils prennent et prennent. Debout devant mon casier, j'appuie ma paume contre le métal froid. Plus maintenant, je murmure, les mots une promesse à moi-même. Au moment où mon service se termine, il y a 17 appels manqués, 9 messages vocaux et 32 messages textes. Je les supprime tous sans les écouter ni les lire, le poids de l'obligation s'envolant à chaque pression de mon doigt. Demain, ils essaieront encore. Ils vont s'intensifier. Ils vont manipuler.
Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, je rentre chez moi sans leur voix dans ma tête me disant ce que je leur dois. Mon appartement semble creux ce soir, le silence brisé seulement par le bourdonnement de mon réfrigérateur et le passage occasionnel d'une voiture à l'extérieur. 3 jours se sont écoulés depuis que j'ai bloqué ma carte de crédit et changé tous mes mots de passe. J'ai filtré les appels, supprimé les messages vocaux et travaillé des quarts supplémentaires pour éviter de penser à ce qui va suivre. L'appel de ma banque change tout. Madame Val, nous avons terminé notre enquête préliminaire, dit Marcus, le spécialiste des fraudes avec lequel je travaille. Sa voix porte une note d'inquiétude qui me serre l'estomac. Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur les frais de Santorin. Je m'assieds lourdement sur mon canapé, une main serrant mon téléphone, l'autre pressée contre ma poitrine. Qu'avez-vous trouvé ? Le compte d'utilisateur autorisé qui a effectué ces achats appartient à Spencer Val. Mes exercices de respiration m'abandonnent alors que mon cœur bat la chamade contre mes côtes. C'est impossible. J'ai retiré Spencer en tant qu'utilisateur autorisé il y a 2 ans lorsqu'il s'est marié. Selon nos registres, le compte a été réactivé il y a 4 mois via notre portail en ligne en utilisant vos identifiants de connexion. La pièce penche légèrement. Pas un vol impulsif. Pas un moment désespéré. 4 mois de planification. De tromperie délibérée. De mon propre frère. Il y a plus, continue Marcus, sa voix est douce maintenant. Nous avons trouvé une tendance d'achat plus petit remontant à la réactivation du compte. Électronique, magasin, restaurant, articles de sport. Je ferme les yeux alors que des souvenirs défilent dans mon esprit comme un diaporama nauséabond. Le bail que j'ai co-signé pour le premier appartement de Spencer. Le prêt d'urgence lorsque la voiture de Regan est tombée en panne. Les cadeaux d'anniversaire chers que je ne pouvais pas me permettre mais que j'ai achetés quand même parce que c'est ce que fait la famille. 12 ans de soutien financier culminant dans le vol. Le total des charges non autorisées, y compris les billets d'avion, s'élève à 9 540 $. Ma respiration se stabilise alors que quelque chose se durcit en moi. Merci, Marcus. Je veux poursuivre cela au maximum. Nous continuerons notre enquête, Madame Vaille, dans l'intervalle. Mon téléphone émet un bip avec un appel entrant. Maman. Encore. Je dois y aller, dis-je à Marcus. S'il vous plaît, envoyez-moi vos conclusions par email. Je passe à l'appel de maman, le mettant sur haut-parleur alors que je me lève et marche vers la fenêtre de mon salon. La pluie bat contre la vitre, déformant les lampadaires en dessous en étoiles aquatiques. Corinne, cela dure depuis assez longtemps. La voix de maman remplit mon appartement, tranchante d'impatience. Ton père et moi essayons de te joindre depuis des jours. J'ai été occupée. La pluie s'intensifie, correspondant à mon humeur. Trop occupée pour répondre à votre famille ? Spencer et Regan sont dévastés par leur voyage. Leur voyage sur ma carte de crédit. La voix de papa s'interpose. Chérie, tout cela n'est qu'un malentendu. Un malentendu, je répète, regardant les gouttes de pluie courir sur ma fenêtre. C'est comme ça qu'on appelle la fraude maintenant ? Tu réagis de façon excessive, dit papa, son ton est dédaigneux. Ces choses arrivent dans les familles. Le vol arrive dans les familles ? Bon à savoir. La voix de Spencer rejoint le cœur. Sœur, je voulais te demander d'abord. Les choses se sont compliquées avec la planification, et j'ai juste volé 9 000 $, ma voix reste calme, me surprenant. Ce n'était pas comme ça. La voix en larmes de Regan transperce. Tu ruines tout pour tout le monde parce que tu es jalouse. Tu fais toujours ça, tout ramener à toi quand nous essayons d'être heureux. Je presse mon front contre la vitre froide. Depuis combien de temps savais-tu que Spencer utilisait ma carte, maman ? Le silence s'étire jusqu'à ce que maman s'éclaircisse la gorge. Eh bien, il a mentionné l'emprunter pour de petites choses. Nous avons supposé que vous étiez au courant. Vous avez supposé. La pluie voile le monde extérieur, correspondant à ma vision. Est-ce comme ça que tu rembourses tout ce que nous avons fait pour toi ? La voix de maman se durcit.
Après tous les sacrifices que nous avons faits? La fête de la retraite de ton père est le mois prochain. Comment cela se présentera-t-il? Je détourne le regard de la fenêtre. Comme si le vol avait des conséquences? Ne sois pas dramatique, intervient papa. Rappelle-toi qui a co-signé tes prêts pour l'école d'infirmière. Cette famille t'a toujours soutenu. La menace n'est pas subtile. Je m'assieds à ma table de cuisine, calculant exactement combien coûtera l'indépendance financière, le refinancement de mes prêts, le changement d'emploi éventuel, si papa passe des appels à ses amis du conseil d'administration de l'hôpital, trouver un nouvel appartement dont ma famille n'a pas les clés. Tu as besoin d'aide, Corinne, dit Spencer, sa voix dégoulinant de préoccupation qui n'atteint pas ses mots. Je m'inquiète pour toi. Tout le monde à l'hôpital sait à quel point tu as travaillé dur. S'ils entendaient parler de cette dépression nerveuse, ne me menace pas, Spencer. Ma voix sort basse et dangereuse, me surprenant moi-même. Mon téléphone émet un bip avec une notification par email. De Marcus. Objet, enquête sur la fraude, confirmation. Je dois y aller, dis-je, coupant court à toute nouvelle manipulation à venir. Le service des fraudes de la banque vient de confirmer que ma contestation est valide. Il lance une enquête complète. Je mets fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, ouvrant plutôt l'email. En tête officielle, numéro de dossier, confirmation que toutes les charges seront inversées en attendant l'enquête. Alors que je pose mon téléphone ce soir-là, je me demande si je devrais simplement me distancier de ma famille ou documenter formellement chaque centime qu'ils ont pris. Couper les ponts pourrait apporter une paix immédiate, mais créer un enregistrement pourrait forcer la responsabilité. Que feriez-vous lorsque ceux qui devraient vous protéger deviennent ceux dont vous avez besoin de protection? 2 jours plus tard, le bureau du superviseur semble plus petit que d'habitude alors qu'elle me fait glisser un email imprimé sur son bureau. Les lumières fluorescentes projettent des ombres sous ses yeux, donnant à son inquiétude un air plus méfiant. Votre mère a appelé hier. Le directeur Palmer tapote le papier avec son ongle verni à la française. Elle s'inquiète de votre santé mentale. Les mots tombent comme une gifle. Je garde mon visage neutre, bien que mon pouce accélère. Ma santé mentale va bien. Elle a mentionné un comportement erratique, des sautes d'humeur. Le directeur Palmer m'étudie avec la même évaluation prudente qu'elle utilise pour les patients instables, a dit que vous travaillez trop de quarts. Je travaille exactement les heures prévues. Ma voix reste calme malgré la chaleur qui monte dans mon cou, plus le temps supplémentaire volontaire occasionnel. Elle a suggéré que vous pourriez faire une dépression à cause du surmenage. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'imagine maman au téléphone, la voix mielée d'inquiétude, tout en sapant systématiquement ma crédibilité dans un endroit où je me sens compétente et valorisée. Mes évaluations de performance sont excellentes, dis-je. Mes soins aux patients ne sont pas compromis. Le directeur Palmer hoche lentement la tête. C'est pourquoi j'ai trouvé votre appel. Préoccupant? Je quitte son bureau avec mon évaluation signée « Dépasse les attentes dans toutes les catégories », mais mes mains tremblent de rage alors que je rallume mon téléphone. 3 appels manqués de tante Judith, un de ma cousine Mélissa. Un texte de l'ami de golf de papa demandant si tout va bien. Les mises à jour des réseaux sociaux de Spencer clignotent sur mon écran. Certains liens familiaux ressemblent plus à des chaînes. Les personnes toxiques n'admettent jamais qu'elles sont le problème. Le selfie en larmes de Regan en dessous a 17 commentaires sympathiques. Ils construisent une forteresse d'inquiétude fabriquée autour de moi, et ça marche. De retour chez moi, je vérifie mes comptes, une habitude qui fait maintenant battre mon cœur à toute vitesse. Le fonds d'urgence que j'ai maintenu depuis l'école d'infirmière a diminué de près de 4 000 $. Compte connecté. Transferts automatiques que je n'ai jamais autorisés. Je m'effondre sur mon lit, mes exercices de respiration ne parvenant pas à ralentir mon pouls galopant. Pendant 3 ans, j'ai couvert l'assurance automobile de Spencer juste jusqu'à ce qu'il obtienne cette promotion. Noël dernier, j'ai payé la quote-part de la chirurgie du genou de maman lorsque papa était temporairement à court. Les frais de candidature de Regan à l'école supérieure. Chaque nuit, je reste éveillée, calculant le total.
$9 540 et ça continue. Le nombre tourne dans mon esprit à 3 heures du matin quand le sommeil devrait venir. À 4 heures du matin, je m'endors enfin, seulement pour me réveiller 1 heure plus tard, me demandant ce qu'ils ont d'autre pris que je n'ai pas encore découvert. Je commence à tenir des registres méticuleux. Chaque chèque que j'ai écrit. Chaque transfert Venmo avec un emoji joyeux qui masquait mon ressentiment croissant. Chaque transaction par carte de crédit qui n'était pas la mienne. Je rassemble simplement de la documentation pour mon comptable, dis-je au représentant de la banque qui m'aide à accéder à 2 ans d'historique des transactions plus tard dans la matinée. Ses yeux reflètent un éclair de reconnaissance, il a déjà vu ça. Mon téléphone continue de vibrer avec des messages de parents inquiets. Chaque soir, j'enregistre des notes audio dans une application protégée par mot de passe. Le 12 avril. Spencer a affirmé que son compte courant était gelé en raison d'une suspicion de fraude. Emprunté $600 pour le loyer. Ne l'a toujours pas remboursé malgré 3 promotions depuis lors. 29 mai. Maman a suggéré que j'étais obsédée par l'argent lorsque j'ai mentionné les prêts impayés de Spencer. 8 juillet. Papa a affirmé n'avoir jamais entendu parler de Spencer utilisant ma carte de crédit jusqu'à présent, bien qu'il ait été à l'aéroport avec lui lorsque les charges ont été refusées. L'enregistrement maintient mes pensées organisées lorsque leur voix menace de noyer les miennes. Mercredi matin la semaine prochaine, j'arrive pour mon service et je trouve une tasse de café sur le comptoir du poste de soins avec mon nom écrit dessus. Le docteur. Stevens me fait signe de l'autre côté du couloir, ses cheveux argentés captant la lumière. Sous la tasse se trouve une note pliée. Quoi que vous traversiez, vous le gérez avec grâce. Certains arbres généalogiques ont besoin d'être élagués pour rester en bonne santé. La petite gentillesse me brise presque. Je glisse la note dans ma poche et porte son poids comme une armure tout au long de mon service. Ce soir-là, un coup à ma porte me fait se serrer l'estomac. Par le Judas, je vois le visage buriné de papa, les plis familiers autour de ses yeux plus profonds que d'habitude. Ta mère m'a envoyé pour te raisonner. Dit-il dès que j'ouvre la porte, sans prendre la peine de dire bonjour. Tout cela devient incontrôlable. Je recule, le laissant entrer mais maintenant la distance. C'est devenu incontrôlable quand tu as regardé Spencer me voler et que tu n'as rien dit. Papa soupire lourdement, posant ses clés sur mon comptoir avec la présomption de quelqu'un qui s'attend à rester un moment. Écoute, je sais que Spencer a fait une erreur. Une erreur est accidentelle. Il a délibérément utilisé ma carte pendant des mois. Il propose de rembourser la moitié, dit papa, comme s'il présentait un règlement généreux. Nous pouvons aplanir cela avant l'anniversaire de ta mère le mois prochain. Je ris, le son écreux même à mes propres oreilles. La moitié. De l'argent qui m'a été volé. C'est de la famille, Corinne. Moi aussi. Les mots sortent plus fort que je ne m'y attendais. Je ne suis pas en colère que tu aies besoin d'aide. Je suis en colère que tu aies pris sans demander. Le visage de papa change, la surprise remplace sa patience habituelle. Nous n'avons pas vous avez. Vous tous. Depuis des années. Je réalise en le disant que ce n'est pas une question de charge de carte de crédit. C'est une vie entière à être la personne responsable. La personne fiable. Celle qui donne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Nous sommes ta famille, répète papa, comme si le mot seul devait tout effacer. La famille demande. La famille respecte les limites. La famille ne vide pas le fonds d'urgence de quelqu'un et n'appelle pas ensuite son patron pour remettre en question sa stabilité mentale. Papa part sans la réconciliation qu'il était venu chercher, et je glisse le verrou derrière lui avec une finalité qui ressemble à de la liberté. Le lendemain matin, mon téléphone émet un bip avec un message inattendu d'Elise, l'ex-femme de Spencer. J'ai vu les publications de Spencer. Tu devrais savoir qu'il m'a fait la même chose. J'ai des dossiers de tout si tu en as besoin. Le docteur. Stevens me croise dans le couloir plus tard ce jour-là. Nous manquons de personnel le week-end prochain. Double salaire pour les quarts de nuit si vous êtes intéressé.
Je remarque qu'il ne demande pas pourquoi j'ai besoin de l'argent ni n'offre de sympathie, juste un soutien pratique sans condition. Le contraste avec les demandes constantes de ma famille est frappant. Ce soir-là, j'ouvre une nouvelle feuille de calcul. Ligne par ligne, je documente chaque prêt, chaque cadeau, chaque contribution financière que j'ai faite à ma famille au fil des ans. Le chiffre final, 9 540 $, me regarde, une comptabilisation précise d'années de manipulation financière. Pendant que je travaille, un email arrive de tante Judith. Il fallait discuter de certaines incohérences dans les comptes de fiducie familiaux. Appelle-moi quand tu pourras. Mon doigt plane sur le bouton de partage de ma feuille de calcul. Le fil de discussion familiale a un clic. Pour la première fois depuis des années, je ressens non seulement de la colère, mais aussi du pouvoir, le pouvoir pur et clarifiant de la vérité soutenue par des preuves. La facture est prête à être envoyée. Le soleil traverse la fenêtre de ma cuisine alors que je finalise la facture. J'utilise un logiciel de comptabilité de l'atelier de littératie financière de l'hôpital, conçu pour facturer les compagnies d'assurance, pas les membres de la famille. Chaque entrée apparaît dans un format clair et professionnel. Date, description, montant, tous catégorisés avec une précision clinique. Mes doigts planent sur le clavier, calme maintenant, contrairement à quand j'ai découvert le vol de cartes de crédit. À partir du 1er juin, je ne contribuerai plus financièrement à la famille. Le remboursement est attendu dans les 45 jours ouvrables. Je tape les mots et joins le PDF, 9 540 $, chaque centime comptabilisé, chaque prêt documenté. J'appuie sur envoyer avant de pouvoir me reprendre, regardant l'email s'envoler vers 5 destinataires. Maman, papa, Spencer, Regan et tante Martha, qui gèrent le fonds de fiducie familiale. Mon téléphone sonne en quelques minutes. Je l'ignore, me concentrant plutôt sur le renvoi des preuves d'Élise à tante Martha dans un email séparé. L'ex-femme de Spencer m'avait envoyé hier des relevés bancaires montrant une tendance à la manipulation financière remontant à des années. J'aurais dû te montrer ça quand nous étions encore mariés, a-t-elle écrit, j'avais peur que personne ne me croie. La réponse de tante Martha arrive pendant que je fais mes valets pour un sac de nuit. J'ai remarqué des irrégularités financières dans les retraits du fonds de Spencer. Cela explique beaucoup de choses. Pouvons-nous parler quand tu reviens ? Un poids s'envole de mes épaules alors que je réserve une escapade de week-end à Asheville, un petit bed and breakfast niché dans les Blue Ridge Mountains, à 3 heures de route, juste assez loin pour être injoignable. J'éteins mon téléphone avant de quitter mon complexe d'appartements, savourant le silence. Le chaos familial éclate pendant mon absence. Le docteur Stevens me donne les points forts à mon retour au travail lundi matin, ses sourcils poivre et cils surélevés au-dessus de ses lunettes de lecture. Ton frère a été très occupé, dit-il, me glissant un café à travers le poste de soins. Il dit à tout le monde que j'ai falsifié ses registres financiers pour le faire paraître mal. Je prends une gorgée, sans surprise. Laisse-moi deviner, ça s'est retourné contre lui. Spectaculairement. Cette ex-femme de lui, Élise ? Elle a posté des preuves supplémentaires dans le fil de discussion familiale. Relevé bancaire, message texte, tout le tralala. Ta cousine Caroline m'a appelé à ta recherche, a dit qu'elle s'était toujours demandé d'où venait l'argent de ton frère. Je secoue la tête, me rappelant les messages vocaux frénétiques de maman. 8 d'entre eux attendaient quand j'ai rallumé mon téléphone, chacun plus désespéré que le précédent. Elle avait apparemment lancé une campagne émotionnelle, appelant des parents pour rallier le soutien contre mon traitement cruel de Spencer. Le résultat ? 5 membres de la famille m'ont contacté en privé pour exprimer leur soutien. Le texte de l'oncle David était particulièrement satisfaisant. Il était temps que quelqu'un les dénonce. Ton grand-père serait fier. Ce n'est même pas le meilleur, continue le docteur Stevens, baissant la voix. La banque a appelé Spencer pour un entretien concernant des tendances de fraude potentielles. Je devrais me sentir victorieuse. Au lieu de cela, une douleur sourde se propage sous mes côtes alors que je réalise à quel point la maison de cartes financières de ma famille s'effondre. Plus tard ce soir-là,
Alors que je fais mes valises pour un autre week-end, cette fois dans un chalet au bord du lac avec pêche réelle, je me demande si demander le remboursement intégral est suffisant, ou si j'ai besoin de me distancier définitivement des personnes qui me considéraient comme une ressource plutôt que comme une fille et une sœur. Couperiez-vous complètement les ponts, ou maintiendriez-vous des contacts limités? La semaine suivante apporte des alliés inattendus. Élise envoie des relevés bancaires supplémentaires, soulignant les dates où Spencer a retiré de l'argent immédiatement avant que je ne lui prête des montants similaires. La tendance est indéniable une fois mise à nu. Je gardais ces dossiers parce que notre avocat de divorce en avait besoin, explique-t-elle autour d'un café. Je ne pensais pas qu'il t'aiderait aussi. Tante Martha appelle ensuite. J'ai temporairement gelé l'accès de Spencer à certains comptes en attendant un examen, dit-elle, sa voix portant l'autorité nette qui m'a toujours intimidée enfant. Il ne s'agit pas seulement de toi, Corinne. Le fonds fiduciaire a des responsabilités fiduciaires. L'appel le plus surprenant vient des ressources humaines de l'ancien cabinet comptable de papa. Madame Vaille, nous examinons certains rapports de dépenses historiques déposés par Emery Vaille qui montrent des tendances préoccupantes. Nous comprenons que vous avez récemment soulevé des questions sur les pratiques financières familiales. Seriez-vous disposé à répondre à quelques questions? J'accepte, ne fournissant que des réponses factuelles, sans défendre ni condamner mon père. La conversation me laisse nauséeuse mais résolue. La maison de cartes financières de la famille continue de s'effondrer tout au long de la semaine. Chaque nouvelle révélation devrait apporter satisfaction, mais je ne ressens qu'une douleur sourde et persistante lorsque je pense à ce que nous sommes devenus. Je prends des quarts supplémentaires à l'hôpital, trouvant du réconfort dans les problèmes directs des soins aux patients. La campagne des médias sociaux de Reagan commence le jeudi. D'abord, des publications vagues sur un traitement inéquitable et une trahison familiale. Samedi, elles partagent des vidéos en larmes décrivant leurs soudaines difficultés financières et comment ils pourraient devoir annuler leur voyage d'anniversaire à Maui. Papa perd ses privilèges de conseil dans son ancien cabinet après la conclusion de leur enquête. Il ne m'appelle pas pour me le dire, je l'apprends de l'oncle David, qui semble plus déçu qu'étonné. Le développement le plus inattendu arrive dans une série de messages textes de membres de la famille élargie. Cousin Caroline. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je suis tellement désolée de ne pas l'avoir vu. Oncle Robert. Ta grand-mère serait horrifiée de la façon dont ils t'ont traité. Tante Suzanne. Nous aurions dû intervenir il y a des années. Le message de maman arrive en dernier, étonnamment bref après des semaines de tirades émotionnelles. Nous devons résoudre cela une fois pour toutes. Dîner de famille. Dimanche à 5 heures. Ton père et moi allons cuisiner. Je fixe l'écran, sentant la confrontation finale approcher. Pour la première fois depuis des années, je ne ressens aucune obligation de dire oui. Dimanche, j'arrive chez mes parents 15 minutes en avance, me garant de l'autre côté de la rue au lieu de dans l'allée. Le soleil d'avril réchauffe mon visage à travers le pare-brise alors que je revois mes notes une dernière fois. Chaque chiffre, chaque date, chaque transaction, méticuleusement documentée. J'ai préparé cette réunion comme je le ferais pour la transmission de patients la plus critique. Mon téléphone vibre avec un message de maman. Nous sommes prêts quand tu veux. Prêts. Comme s'il s'agissait d'un dîner de famille ordinaire au lieu de ce que c'est vraiment, leur dernière tentative pour conserver le contrôle. Lorsque j'entre par la porte d'entrée, la normalité forcée me frappe en premier. Les lunettes de lecture de papa perchées sur la table basse à côté de son fauteuil en cuir usé. Les tulipes fraîchement coupées de maman disposées dans le vase en cristal que je lui ai offert il y a 3 Noëls. L'odeur familière du polish à meubles au citron. Spencer et Reagan sont assis rigides sur le canapé, leur attitude habituelle remplacée par une posture parfaite. Les cheveux de Spencer sont soigneusement coiffés. Le maquillage de Reagan est sobre. Cette présentation calculée ne m'échappe pas. Corinne, dit maman, son sourire serré alors qu'elle m'indique le fauteuil face à eux tous. Merci d'être venu. Nous étions tellement inquiets. Je prends ma place, posant mon sac de messager à côté de moi. J'apprécie votre inquiétude. Papa s'éclaircit la gorge, ses doigts tapotant un rythme nerveux contre son genou.
Nous pensons qu'il y a eu un malentendu concernant la situation de la carte de crédit. Un malentendu? Je répète, le mot est creux. Nous aimerions proposer un compromis, dit Spencer, se penchant en avant avec un sérieux inhabituel. Nous pouvons organiser un remboursement partiel des billets d'avion si vous abandonnez toute cette enquête. Maman hoche la tête avec empressement. C'est le mieux pour aller de l'avant ensemble en famille. En famille, répète papa, son regard fuyant le mien. Je laisse le silence s'étirer entre nous jusqu'à ce que maman se déplace inconfortablement sur son siège. Tu sais, dit-elle enfin, sa voix tombant dans un murmure inquiet. Le docteur Hendrix a mentionné que vous avez été soumise à un stress énorme à l'hôpital ces derniers temps. Parfois, le stress peut nous rendre vindicatifs à propos de petits malentendus. La chaleur familière monte dans ma poitrine, mais cette fois, je l'accueille. Cette colère est devenue ma boussole. J'ai apporté quelque chose à partager avec vous, dis-je, fouillant dans mon sac. Je sors un portefeuille en cuir, mon cadeau de remise de diplôme de papa quand j'ai terminé mes études d'infirmière, et je le pose sur la table basse. À l'intérieur se trouve une pile de relevés de cartes de crédit, de virements bancaires, de messages textes, organisés par date. Chaque page représente un moment où ma famille a traité ma stabilité financière comme son fonds d'urgence. C'est 8 ans de manipulation financière, dis-je, la voix calme alors que j'arrange les preuves entre nous. La réparation de voitures de Spencer, les dettes de boutique de Reagan, la taxe foncière que vous ne pouviez pas couvrir l'année dernière, papa. Leurs yeux suivent mes mains pendant que je range les preuves entre nous. J'ai trouvé un nouvel appartement, je continue. Un dont vous n'avez pas les clés. La mâchoire de Spencer se crispe. Corinne, j'ai refinancé mes prêts d'école d'infirmière sans votre cosignature, j'ajoute, regardant directement mon père. La paperasse a été finalisée hier. Le visage de maman pâlit. Tu ne peux pas te permettre le taux d'intérêt par toi-même. Je peux, et je le fais. Je redresse les bords des papiers. Je n'ai pas besoin de faire mes preuves auprès de personnes qui voient mon succès comme leur filet de sécurité. Les épaules de papa s'affaissent. Nous n'avons jamais voulu, ce n'est pas une question d'argent, j'interromps, me surprenant par mon calme. C'est une question de respect. C'est une question de limite. Vous m'avez appris que je ne suis précieuse pour cette famille que lorsque je suis utile. Papa lève les yeux, quelque chose change dans son expression. Nous avons profité de ta fiabilité, admet-il calmement, pendant des années. Maman lui lance un regard d'avertissement, mais il ne détourne pas les yeux de moi. Je me lève, marche jusqu'à la table d'entrée et récupère mes clés de maison dans ma poche. Le métal est froid contre ma paume alors que je les pose sur le bois poli avec un léger clic. Qu'est-ce que tu fais? Exige maman, se levant, posant des limites. Après tout ce que nous avons fait pour toi, dit-elle, la voix tremblante. Les cours de danse, les frais de candidature à l'université, c'est ça le problème, j'interromps. Vous pensez que le soutien parental de base était un prêt que je dois rembourser à jamais. Le silence qui suit semble électrique. Spencer fixe le sol puis lève les yeux rougis. J'ai utilisé ta carte sans permission, confesse-t-il, la voix craquant. Pas seulement pour les billets. Pendant des mois. Je connaissais ton mot de passe Amazon. J'ai configuré le remplissage automatique pour les informations de ta carte. La composure de Reagan se brise enfin. Je le savais, murmure-t-elle. Nous le savions tous les deux. Ta carte a été refusée à l'aéroport parce que nous l'avions déjà épuisée pour d'autres choses. J'ai absorbé cette dernière trahison avec une fermeté inattendue. Et toi, dis-je, me tournant vers papa, tu savais aussi? Il hoche une fois la tête, incapable de soutenir mon regard. Je ne peux plus faire ça, leur dis-je, récupérant mon portefeuille mais laissant les clés. Je mérite mieux que d'être votre distributeur automatique. Alors que j'atteins la porte, papa m'appelle. Nous te reverrons-nous? Je m'arrête, la main sur la poignée de porte. Cela dépend si vous voulez une fille ou un compte en banque. La porte se ferme doucement derrière moi. Je marche jusqu'à ma voiture sans regarder en arrière, le poids de leurs attentes enfin levé de mes épaules.
3 semaines plus tard, des rumeurs me parviennent par les commérages de l'hôpital. Spencer fait face à des accusations de fraude potentielle de sa propre banque, apparemment. Ma carte de crédit n'était pas la seule qu'il utilisait. Maman et papa sont restés silencieux, leurs appels hebdomadaires habituels sont curieusement absents. Papa se présente à mon nouveau logement un mardi soir pluvieux. Ses yeux sont injectés de sang alors qu'il se tient dans mon seuil refusant d'entrer. J'ai tout permis. Dit-il simplement, j'aurais dû te protéger, pas t'utiliser. Je suis désolée, Corinne. J'accepte ces mots en hochant la tête mais sans faire de promesses. Le mois suivant, une enveloppe certifiée arrive à mon appartement. À l'intérieur, un chèque pour exactement 9 540 $, le montant exact de ma facture. Aucune note ne l'accompagne, aucune n'est nécessaire. Alors que je pose le chèque sur mon comptoir de cuisine, je réalise avec une clarté surprenante que la liberté n'est pas le pardon. Parfois, c'est simplement être enfin vu. 3 mois plus tard, la lumière traverse les fenêtres sans rideaux de mon nouvel appartement, projetant des motifs chauds sur les murs fraîchement peints. Fini le beige terne qui m'entourait pendant des années, maintenant, le turquoise vibrant et le jaune ensoleillé illuminent chaque coin. J'accroche un paysage à l'aquarelle, que j'ai peint moi-même le week-end dernier, à côté de la fenêtre où la lumière du matin la frappe parfaitement. Mon téléphone émet un bip depuis le comptoir de la cuisine. Pour la première fois depuis des mois, mes épaules ne se raidissent pas à ce son. Plus de crainte à vérifier les notifications. Plus d'anxiété concernant les frais imprévus ou les demandes familiales. Comment se présente le nouvel endroit, docteur ? Stephen m'envoie un SMS, avec une photo de plante d'intérieur du magasin de cadeaux de l'hôpital. Je lui envoie rapidement une photo de ma collection en expansion, déjà florissante sur mon balcon orienté à l'est. Au-delà des plantes, l'horizon de Denver scintille au loin. Après mon service ce soir, je vais animer un atelier de littératie financière pour les nouvelles infirmières. Protéger votre santé financière tout en prenant soin des autres semble être le sujet parfait après tout ce que j'ai appris. Déjà, 3 jeunes infirmières ont programmé des consultations privées sur les limites financières familiales. Mon chevalet se dresse dans le coin, ne collectant plus la poussière dans le stockage. Hier soir, je suis restée debout jusqu'à 2 heures du matin, à travailler sur un paysage des montagnes du Colorado où je vais faire de la randonnée ce week-end. La liberté de me perdre à nouveau dans la peinture me semble presque décadente après des années de manque de temps. Mon téléphone émet à nouveau un bip. Cette fois, c'est un message de groupe familial, une autre réunion de famille va le week-end prochain. Maman m'a incluse dans la liste d'invitations, sa première tentative de contact depuis l'arrivée du chèque. Je tape une réponse simple. Merci de penser à moi. J'ai d'autres projets ce week-end-là. Pas d'excuses élaborées, juste une limite claire et calme. Au lieu de cela, je vais rencontrer Jonah pour dîner dans ce nouveau restaurant surplombant la rivière. Notre 3e rendez-vous. La présence calme et le style de communication directe de l'anesthésiste sont rafraîchissants après des années à naviguer dans les champs de mines émotionnelles de ma famille. La semaine dernière, autour d'un café, il m'a interrogé sur ma famille. La question ne m'a pas déclenché l'anxiété habituelle. Nous prenons de la distance les uns par rapport aux autres en ce moment, lui ai-je dit, surprise par la facilité avec laquelle les mots sont sortis. Ils ont franchi certaines limites que je devais établir. Il a hoché la tête, comprenant sans demander de détails. Les relations familiales peuvent être compliquées. Cela ne signifie pas qu'ils sont de mauvaises personnes ou que vous ne les aimez pas. Exactement, ai-je répondu, reconnaissante de sa perception. J'apprends simplement que l'amour ne doit pas me coûter ma paix. Ce soir, Élise, le docteur Stevens et ma tante viennent pour célébrer ce qu'Élise appelle en plaisantant mon jour d'indépendance financière. Un petit rassemblement de personnes qui m'ont soutenu quand j'en avais le plus besoin, n'attendant rien en retour. Ma tante a appelé hier pour confirmer qu'elle apportait le dessert. J'ai quelque chose pour toi, a-t-elle mentionné. Juste un petit cadeau pour marquer l'occasion. Quand elles arrivent, son paquet se trouve sur ma nouvelle table basse, une citation calligraphiée encadrée. Tu n'es pas responsable du confort des autres au détriment de ta paix.
Les mots brillent sur un fond d'aquarelle dans mes bleus et verts préférés. Nous trinquons avec du cidre pétillant dans mes nouveaux verres à des limites qui protègent la paix, propose le docteur Stevens, et à des gens qui les respectent. Le lendemain matin, je conduis au bureau de la fondation de Denver Memorial Hospital. La femme derrière le comptoir semble surprise lorsque je lui tends un chèque pour exactement $9 540. J'aimerais que cela crée une bourse pour les étudiants en soins infirmiers qui soutiennent des membres de leur famille. J'explique. Parfois, les aidants ont aussi besoin de soins. En retournant à ma voiture, je me sens plus légère que je ne l'ai été depuis des années. Sur mon tableau de bord se trouve ma confirmation pour le programme de certification avancée en cardiologie auquel j'ai postulé, ainsi qu'une brochure pour le week-end à Telluride que Jonah a suggéré pour le mois prochain. De retour chez moi, je m'arrête devant le cadre vitrine accroché dans mon salon, le chèque encaissé de ma famille monté à côté de mes anciennes clés de maison. Pas un trophée de victoire, mais un rappel de croissance. Debout sur mon balcon, j'arrose mes nouvelles plantes alors que la lumière du matin se répand sur la ville. En regardant le lever du soleil depuis mon propre espace, je me demande si le pardon est toujours nécessaire pour guérir, ou si parfois la meilleure fermeture est simplement d'aller de l'avant sans regarder en arrière. Que choisiriez-vous ?